L'épisode de cette semaine est encore présenté cette semaine par SPG, la solution des associations. Comme on vous dit toujours, si vous êtes siégé sur un conseil d'administration, vous connaissez des gens qui siègent sur un conseil d'administration, nos SBL, d'une association professionnelle, une association qui représente des malades, n'importe quelle association de représentation. Puis que vous êtes tanné de vous occuper de gérer le congrès parce que ça demande beaucoup de la comptabilité ou que gérer les membres, c'est compliqué. Faites affaire à SPG. Si vous ne connaissez pas le concept de la gouvernance sur un conseil d'administration, puis vous voulez vous assurer que vous faites la bonne job, appelez SPG. C'est des spécialistes depuis près de 40 ans en gestion d'association. Et c'est aussi présenté par Unibrou, la série Autre chose d'Unibrou, qui nous fournit de la bonne bière au tailgate pour tous les membres. Donc, merci à Unibrou qui ont été là et qui nous fournit, qui vont nous fournir aussi de la bière pour la demi-finale à Montréal. Hey, bon podcast, tout le monde. Oh yeah! Et Tam, François, bon, on vous présente encore l'écho de Montagnard en format réduit, ou notre discussion entre moi et Tam. Yep. Comme on a dit la dernière fois, nos gens du Nord n'ont pas descendu jusqu'à la montagne pour venir voir la partie, donc ils ont bien fait. C'était une bonne partie, mais comme elle était j'aurais préféré être de l'autre côté de la montagne, en fait, en termes de spectacle cette semaine. Oui, parce qu'il y avait un challenge. En fait, en termes de match, on va pouvoir avoir un match. Ouais, c'est ça. Donc, on va vous revenir sur les deux parties au Québec. Donc, on va commencer tout de suite par justement la partie qui était plus intéressante parce que, mine de rien, pour ceux qui étaient au Sepsum, c'était un blowout, puis 10 minutes après le début de la partie, on savait que c'était déjà fini. Tandis que de l'autre côté de la montagne, à McGill, ça a été tout un match. Contrairement au score final, ça a été un match serré. Il ne faut pas se fier au score final parce que la chaîne a débarqué 2 minutes avant la fin, mais... la défensive de McGill a joué un bon 55 minutes. Ouais. Puis l'attaque de McGill a réussi à faire exactement ce qu'ils ont fait avec nous autres. Mystifier la défensive. Oui, mais pour mon goût à moi, ils n'ont pas assez utilisé Momo. Momo, je pense qu'il a été utilisé 12 ou 13 fois par la course seulement. Ouais, mais ils ont McGill s'est peut-être rendu compte que la défensive, la défensive du Rouge et Or est peut-être meilleure contre la passe que nous autres, contre le jeu au sol. Oui, mais il réussit quand même à faire des longs gains, mettons une course sur 3, en fait. Tu sais, Éloi encore eu une journée difficile avec son bras. Donc, Scarello était de retour, mais avec la main dans le plâtre. Ouais, ça aide pas ça. Dans le plâtre, je dis dans le plâtre. Il y avait un bandage sur la main. Il est employé à quelques reprises, mais je pense qu'on l'a surtout rhabillé pour être utile sur les blocs. Ça va faire du bien en fin de saison. Mais si McGill mine de rien, avec lui de retour, ça va rendre l'attaque de McGill encore plus dangereuse. Puis, il ne faudra pas les prendre en playoff, moi, là. Ouais, si son pansement s'enlève de sa main d'ici la fin de la saison, ça va aider parce que là, il est limité sur les packages qui peuvent l'utiliser, en fait. Là. Mais non, c'est sûr. Mais tu sais, McGill, c'est surtout à la défensive. Là, ils peuvent récupérer 1 ou 2 joueurs défensivement, surtout sur la D-line. Ça va les aider. Ce match-là était serré tout le long. Là. C'était 23-21 au début du 4e quart. Après, ça a été 26-21. Puis après ça, Laval a marqué un long touché par une course. Donc, c'est un mauvais jeu qui a fait débalancer. Puis après ça, McGill et Éloi ont voulu pousser un petit peu trop pour essayer de revenir. Ça a mené à une interception, entre autres. Puis là, le momentum, la chaîne a débarqué, puis tout ça. Mais ce qui m'a surpris dans ce match-là, c'est de voir Laval 2 fois en 3e et
est moyen, disons, là, un 3-4 verges. Au lieu d'essayer de se mettre en formation de placement, puis au lieu de botter le ballon, ben, c'est un jeu truqué avec celui qui tient le ballon, qui part sur le snap, puis qui va chercher le premier essai, puis qui continue la drive Ça devait de être Ouimet, Laval. j'imagine, qui faisait ça? Oui, il me semble que c'est Ouimet, c'est le titre. Attends, je vais regarder. Ça doit donner doit Ouais, il donner me semble que c'est des Ouimet, le titre. verges à la course. Ouais, Jérémy, oui. Non, pas ça, c'est le passeur. Rushing. Jérémy Ouimet, c'est exactement ça. Oui, ouais, ça, ouais, Ouimet. En début de match, Arnaud a lancé une interception. Laval a échappé le ballon. Ça a été recouvert sur les unités spéciales. La défensive de McGill est sortie en première demi. Là. Puis tant mieux pour eux. Je veux dire, ils ont monté une belle performance. Puis c'est la profondeur en fin de match puis quelques erreurs mentales qui a fait qu'ils se sont sortis de la game. Sinon, qui sait comment ce match-là aurait pu finir. Ce qui surprend, c'est que Desjardins n'a pas encore battu son record. Non, mais regarde, tu vois, Un là, je touché suis en par train la de passe, regarder. c'est tout dans ce match-là. Donc, il a égalisé le record, mais il ne l'a pas battu. Check, ça n'a pas été facile, là, mais Laval, hein, comme tu dis, je fais la nomenclature des drives là, de Laval. Punt, interception, touchdown. Punt, 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 fun ball, 2 touchdowns. Tu sais, Non, la défensive de McGill a bien joué dans ce match-là. À l'attaque, tu sais, Éloi, il a joué un bon match, Momo aussi, mais pas assez. Éloi, pour qu'il se donne une chance, il faut qu'il soit au moins à 50% dans ses passes. Là. Puis là, il était à quoi, là? Je vais aller voir. Il est un peu moins que. Lui, il est proche, là, tu sais. 13, il était à 50%. 13 à Ouais, 26. c'est ça. Ça y aurait pris 1 ou 2 passes de plus, là, mais c'est une interception en fin de match qui fait mal. Les unités spéciales, là, je ne sais pas ce qui se passe au Québec cette année, là, mais les batteurs là, sont pas constants. Là. Le nombre de fois qu'on a vu les coachs pas y aller en troisième essai, au lieu de tenter un placement, ben, ils essayent de poursuivre leur drive avec leur QB ou un jeu truqué ou. Il joue peut-être la statistique aussi, hein. Tu sais, Ouais, non, on je le vois voit de bien, plus mais en plus. normalement, tu sais, même des gars, là, Boyer, là, si on en revient au carabin, Boyer, il a manqué plusieurs placements entre le 20 et le 32, mettons, que normalement, c'est quasiment un lock-in pour un botteur, cette distance-là. Là. Puis c'est pas juste Montréal, là, Concordia, je pense qu'il est autour de 50% sur ses placements. Même Laval, c'est la même chose que nous. On tourne autour de 60. Là, j'arrondis, peut-être 70%, un peu moins la Ouais, moyenne non. en RSEQ, alors que dans le passé, c'était plus haut. Là. Puis en plus, En plus, il y Laval, a c'est pas. plein de fois qu'on n'a même pas, que les équipes n'ont même pas essayé les placements là, cette saison. Plus qu'à l'habitude, en tout cas, de mémoire. Là. Puis Laval, c'est pas son meilleur batteur à vie, là. On va se le dire. Mais j'allais te poser la Il y a une question parce très, que. très bonne jambe. Oui. Un peu comme dans les années de Simoneau. Simoneau avait une très, très bonne jambe, mais c'était pas le plus précis, mettons, disons, en fin de carrière. Est-ce que, ben, tu sais, si je prends Sherbrooke, ils ont de la difficulté toute l'année. Ils alternaient entre 2 batteurs. Là, ça semblait être seulement un qui faisait tout vendredi contre nous. Pas Sherbrooke, Concordia, il y avait habillé 2 batteurs quasiment toute l'année. Puis là, les derniers matchs, c'est juste un. Je ne sais pas si l'autre est blessé ou ils ont décidé d'y aller avec celui qui va être le futur Pronovo, qui a une sacrée bonne jambe sur les bottes de dégagement puis tout ça. Mais c'est pas juste le Québec. Là. Même j'ai beaucoup de matchs dans l'Ouest puis en Ontario. Ça semble être généralisé comme problème. Je sais. Pourtant, il n'y a pas eu de changement dans les règles ou dans le positionnement du ballon. La température a été assez clémente cette saison. On n'a pas eu de gros matchs qui avaient du gros vent. Je ne sais pas.
Peut-être juste une mauvaise saison pour les batteurs, mais tu sais, à un moment donné, on va peut-être se rendre compte que c'est pas vraiment des joueurs de Mais football. avec tout ça, ça donne un classement qui est super intéressant. Il n'y a rien de décidé. Là. Présentement, Mais attends, juste une question. 1-2 est réglé, mais on ne sait pas l'ordre encore. Ça va dépendre du match. Juste une question pour toi, là, juste pour finir la game Ouais. Québec-McGill, là, tu l'as écouté. C'est-tu McGill qui a bien joué ou Laval qui a moins bien joué? Parce qu'en théorie, Laval est supposé être plus On fort. peut pas dire. Tu sais, Laval, là, depuis le début de l'année, à part la game à Concordia, pour moi, ils n'ont jamais joué un 60 minutes. Donc, ça répond à ma question. McGill a sorti 2 bons matchs contre nous, avec certains creux à certains moments, mais eux sont jeunes, fait que c'est comme un peu normal. L'attaque de Québec, pour moi, est très erratique. Ils ont des bons corps, ils ont des bons jeux. Ils ont eu. Ce qui leur a permis de sortir en fait, de sortir McGill de la game, c'est 2 gros jeux. Là. C'est la grosse course de roi Ou de Roy, ouais, c'est Roy qui les a. qui Ben, les a c'est mis pas. à l'avance. Puis dans Ouais. d'autres matchs, c'est ça. Là, Tu sais, Roy, là, ça a contre été. la game à Concordia, justement, qui a été peut-être leur meilleur match de la saison, ben, ça a été 3 gros jeux en longueur qui leur a permis de prendre une bonne avance. Puis après ça, ben, ça a joué le score. Puis Roy a porté le ballon 20 fois pour ouais, 208 verges. ouais. Quand même bon, là. Puis son plus Ben, gros, il fait son le plus long long, jeu c'est de 86. ouais. Puis Ouais. Éloi qui a marqué un super beau toucher Ouais, j'ai vu ça. en 3e écho, qui tourne le coin pour 83. Donc, j'y ai cru tout le long quand on était au Ouais, on Sepsum. avait On des suivait la updates. game en direct, tout le Mais monde. U-Sport n'avait pas le bon score quasiment tout le long du match. Là. Quand on suivait sur U-Sport, on fait comme ce match-là n'est pas serré. Puis là, à un moment donné, ils sont arrivés sur le board des Carabins. Puis là, on fait comme mais c'est pas le même score. Puis là, on suivait sur Twitter nos gens qui étaient assis de l'autre bord, sa montagne, à l'autre match. Puis on fait OK, c'est vraiment serré ce match-là. C'est U-Sport qui est dans les patates encore une fois. Pour faire changement. Ouais. Parlons un peu de notre game, nous autres, même si ça n'a pas été une game enlevante, on a eu du fun. Juste avant, j'aimerais ça lancer un mouchoir aux arbitres. Pas sur leur performance puis le fait qu'ils lancent des mouchoirs, mais sur le fait que depuis 2-3 semaines, ils ne font plus les signaux sur le terrain. Et ça amène des situations cocasses où sur le board, ils annoncent un placement réussi ou sur la web, sur la diffusion de TVA pour se rendre compte 10 minutes après que le placement n'était pas réussi parce que les arbitres ne lèvent plus les bras ou disent plus que ça s'est tassé. Ou ils prennent même plus le temps de dire un premier essai en signaux, ce qui fait que l'annonceur maison prend 40 secondes à annoncer le premier essai quand c'est serré. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont en grève de mouvement? Je pense qu'ils sont rendus lâches, mais c'est juste moi. Tu sais, outre ça, j'ai rien à redire contre les arbitres, là, mais ça serait le fun que un petit peu d'énergie, les boys, là. Tu sais, quand le ballon passe entre les 2 poteaux, ben, on lève les bras. Même chose quand le joueur passe la ligne des buts, ben, on lève les bras pour indiquer aux spectateurs que le toucher ou le placement est bon, s'il vous plaît, ou on fait le signe que ça passe à côté, juste pour aider les spectateurs qui sont sur place. Ouais. Puis effectivement, ça ne m'a pas paru être une game où les arbitres ont joué. Non, mais côté flag, les punitions qui ont été données étaient méritées. Là. J'ai rien à redire contre ça. C'est juste que j'ai remarqué, là, ça fait 2 semaines d'affilée qu'on est au Sepsum. Ça fait 2 semaines où nous, dans les estrades, on le voit, puis on colle le jeu, puis là, c'est comme, OK, il est-tu le premier essai ou il n'y a pas le premier essai? Parce que il n'indique pas, les chaîneurs ne bougent pas. Ça prend comme 30 secondes que les chaîneurs bougent. Juste pour aider, en fait, à speeder up un peu l'expérience pour tout le monde dans le stade. Là. Faisons un petit retour. Cette game-là a été un blowout de A à Z. Là, je veux dire. Ah ouais, c'était un blowout complètement. On va faire un petit retour justement sur cette game-là. On s'attendait à ce que Sherbrooke
produisent un peu, mais... Non, pas du tout. Mais à vrai dire, on le savait que la dernière fois qu'on les a rencontrés, ils n'ont rien donné. On les avait mangés de la même façon. Non, mais il y a 2 semaines, il avait sorti une belle performance contre Laval. Oui, absolument. Contre Laval. Puis, comme j'avais dit, bon, mais Ils ont là, une Jérémy très bonne Fife était là. défensive qui provoque des revirements. Puis on l'a encore vu cette semaine au Sepsum, là, avec les ballons échappés, puis recouverts. Puis... Ouais. Mais, Ils jouent, là, on ne peut pas leur enlever ça. Là. Ils sont là à tous les jeux, puis ils ont l'intensité. T'sais. Contrairement à d'autres équipes, des fois, tu vois que quand le score décolle, ils arrêtent de jouer un peu ou ils deviennent grognons un peu. ouais. Mais, on va faire un petit retour. Rapidement, là, les 2 premiers drives des Carabins. Première drive, 7 jeux. Sherbrooke a commencé avec le ballon. 2 and out. C'est parti. On reprend le ballon. Et là, c'était le pépé chaud. Complètement. Encore une fois. 7 jeux, 83 verges. Une belle passe à Brandon. Puis on va se dire, c'était pas évident parce que c'était assez précis dans pas beaucoup d'espace. Hein. Brandon revenait vers l'intérieur sur la ligne des buts, le ballon directement dans les mains. Ça a été un magnifique toucher. Après coup, là, c'est Simon Larose. Simon qui a sa meilleure game de la saison. Il y a eu 2 super games. Puis là, sa meilleure game en carrière, même. En tout cas, sûrement par rapport aux 2 dernières années, parce que l'année passée, le pauvre Simon était pourri. Là. Mais le philosophique Simon, hein, d'ailleurs, si vous avez la chance d'aller écouter les entrevues. Allez les écouter, c'est intéressant. Ah ouais, pour ceux qui ont. Allez écouter les entrevues. Simon m'a placoté ça pendant 10 minutes, puis. Non, un philosophique Simon qui est rendu zen, puis clairement, ça y va super bien. Parce que Simon était, comme on dit, le receveur le plus prolifique de la partie. Et il a reçu son premier touché de la saison avec une belle passe directement dans les numéros aussi par Pépé. Il aurait pu avoir plus qu'un touché. Plusieurs jeux qui étaient arrêtés à 2-3 verges de la zone des buts. Mais donc, on était déjà 14-0. Puis là, mine de rien, les Carabins s'en allaient tranquillement. Là, la défensive des Carabins. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, rapidement, les Carabins ont changé, à vrai dire, en partant, contrairement à l'année passée, ont changé sa stratégie défensive. On est rendu avec une 4-3 directement en partant. Là, le retour des gros bonhommes. Qui a été permis avec les retours des gros bonhommes avec Nesca, Cissé et Sami Joe Souda. L'arrivée des 3 gros bonhommes, ça a fait que ça a scellé le centre au complet. Là, oubliez ça, là, la défensive de. Sherbrooke avait, je pense, 27 verges d'attaque à la demi. Là. Quelque chose comme ça. Comment ça? Il n'y avait rien qui avançait. Ça a tellement changé leur plan. Je pense pas que Sherbrooke s'attendait à ça. Ça fait que rapidement, là, il n'y a plus rien qui marchait. Ils n'ont pas été capables de s'ajuster. Dans ce match-là, ils ont eu une bonne drive, qui est la dernière drive du match, là, qui était rendue proche de la zone des buts. Qui ont fait peut-être sur leurs 190 verges d'attaque, ils en ont peut-être 60 sur la dernière drive du match. Mais tu sais, ça n'a pas été facile parce que comme on disait, leur première drive, c'est un 2 and out. Leur deuxième, c'est une interception. Leur troisième punt. Après, ils n'ont rien fait. Fait qu'ils ont donné le safety. Ça fait que c'est 16-0. Fait que là, après, c'est cute, mais c'est nous autres qui repognent le ballon. Puis, guess what? Qu'est-ce qui est arrivé? Pouh! La magnifique passe directement dans les bras de Mamadou Ba. Et on savait que ça allait être un super joueur. En plus, si ça va pas... était pas fort. Ouais, puis quand tu regardes le déploiement de ce jeu-là, il y avait 3 joueurs complètement lousses, bas dans le fond, puis il y avait 2 autres joueurs, je ne me souviens plus c'est lesquels, qui ont courbé vers l'intérieur. Si c'était pas bas, n'importe qui aurait pu pogner le ballon. C'était impressionnant. Puis mais le premier touché, ça a été quand même sur un 75 heures de jeu. Ça a été, là c'était à 23-0, il n'y a plus rien à faire. Puis après coup, là, on a commencé à remplacer nos joueurs. On était déjà en deuxième quart, puis on remplaçait déjà nos joueurs. Là, on a continué. Bon, là,
faut se rappeler que Boyer, ça n'a pas été sa meilleure partie cette année. Fait que cette partie-là où il nous a fait un rouge, parce que ça, c'est exactement la game, où le bout où tu parlais, où que sur un placement de 22 verges, ou je ne sais pas trop, c'était pas énorme, là, peut-être 40. Ouais, 30 peut-être. Là. Ouais, c'était pas il était proche de la red zone. Là. Il n'était pas dans la red zone. Fait que ajoute un 10 verges à peu près. Là. Fait que, puis, ben, un rouge. ouais. C'est ça. C'est ça. Fait que c'était 24-2. Puis après ça, là, juste avant la fin du quart, tu as l'attaque du Var qui sont directement, qui sont les talons dans la zone début. Puis là, on met de la pression. Puis ils ont voulu faire sortir le jeu. Donc, tu as le tight end qui pousse puis qui passe sur le côté. Mais là, Sammy Joe, il l'a vu. Il a juste passé, a rattrapé le ballon. Il a couru tranquillement dans la zone début. Première game, pick six. Hey, c'était ça a cloué le bec à ceux qui se demandaient si ça allait être un vrai joueur. Hey, il y a eu tout un impact lors de sa première partie. Fait que, le restant, ben, c'était les réservistes. Fait que les Carabins ont juste contrôlé la partie, puis ça a fini avec 43-2 à la fin de la partie. Il y a quand même eu 2 fumbles dans cette game-là encore. Là. Il va falloir apprendre à sécuriser le ballon. On est rendu à beaucoup de fumbles cette saison. Je pense que les gars avaient la tête ailleurs. Déjà. Moi, déjà. Mais... Parce que, tu sais, c'était suite à l'interception. Le premier Reda Keta, là, à un moment donné, là, il passe à la course, il n'arrête pas d'avoir un toucher au sol. Là, il échappe lui-même son ballon sans pression. Il arrête de continuer à courir. Mais c'est des erreurs mentales. Là. Ça pardonne contre Sherbrooke, mais ça ne pardonne pas contre Laval. Je suis d'accord. Je te dirais pas le contraire. Je te dis juste que quand c'est arrivé, la partie était déjà demi, on n'en parlera même pas. Là, on a fait des points, mais je veux dire... il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui s'est passé. Puis l'autre bord non plus, rien qui s'est passé. Il a embarqué dans la partie au début milieu du 3e, début du 4e. Il a bougé le ballon là aussi. Là, ouais, c'est ça. Alors, non, c'était une très bonne partie pour les Carabins, rien à dire, mais très mauvaise partie pour le Var. Sur la course, là, regarde ça, là, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 10 personnes différentes qui ont porté le ballon dans ce match-là. Ouais, je vais aller voir. Autant que de personnes qui ont attrapé un ballon. C'est une des rares parties, puis ça, on va se le dire, c'est une des rares parties depuis le début de l'année, pas la première, là, le début de l'année, où, ben, notre Joe Sol a bien joué. Puis on l'a diversifié. On est allé avec les moyennes sont bonnes. Hein? Dembélé, une moyenne de presque 10 en 7 portées. Lambert, il est à 12. Il y a même Philippe Boyer qui a couru. Oui, mais c'est la deuxième fois contre Sherbrooke qui a une mauvaise remise et qui court pour aller chercher l'essai au lieu de botter. Qui est une très bonne chose. Moi, un que j'aimerais voir plus en fin de saison chez les porteurs de ballon, c'est Moulanda Saint-Pierre. Il est gros, il est fort, il est capable de défaire des bloqués. Je pense qu'il peut être une belle carte contre Laval, entre autres. Parce qu'il n'est pas sur les têtes beaucoup, parce qu'il joue principalement ses unités spéciales, puis il fait tout un travail sur les unités spéciales. Il y a eu plusieurs gros plaqués sur les unités spéciales cette saison. Mais en tout cas, contrairement à la semaine pouvoir réinstaller une rotation chez les porteurs de ballon. Puis je pense que ça l'aide. Puis la semaine passée, on a un peu chialé, puis avec raison, comme quoi le jeu au sol, mais la défensive n'est pas la même, et pourtant la défensive de Sherbrooke est bonne. Mais là, les jeux au sol, notre O-line a réussi à bien ouvrir, et il n'y avait pas juste des jeux au centre, on est calé vraiment sur le côté. On a diversifié notre jeu. Au lieu d'aller au centre, on avait de tout. On avait on a eu le jeu avec la rose en swipe. Qui est le jeu que normalement on utilise quand on utilise soit Muganda ou Leclerc. Leclerc. Donc, bon. Fait que non, c'était une bonne partie. Puis ben, à l'attaque. Puis en défensive, on va se le dire, là aussi, ça a bien été. Et
ce qui est intéressant, là, puis là, tu le vois, là, plus de plaqué, là, regarde les joueurs. Benjamin Blaise, Raphaël Aubé, ça, c'est mine de rien, là. C'est de la profondeur. Et ça, c'est l'avenir de l'équipe, là. Ouais. Ça, c'est littéralement l'avenir de l'équipe, là. Donc, puis bon, Mais une des choses que j'espère qu'il va y avoir des retours de blessures, c'est chez les retourneurs. Parce que là, Riopel n'était pas habillé. Widdens Alexandre n'est pas habillé. Drolet est blessé depuis un bout. Aqua est blessé depuis un bout. Là, c'était rien enlevé à Félix Deslauriers, mais Félix Deslauriers est maintenant un DB. C'est ça. Pourquoi c'est un DB? Parce qu'il n'y a pas de main pour attraper le ballon. Si on veut veiller tard en série, puis gagner le positionnement de ballon sur les bottées, ben ça prend des retours intéressants. Ouais, ben là, on se trouve. Tu as raison, mais là, c'est comme si on cherchait des non, mais tu sais, ça joue sur les petites choses en série. Puis je ne sais pas à quel point ils sont blessés ou pas. On l'a vu sur la présentation des joueurs finissants. Riopel semblait avoir des doigts de tapés. Drolet, je ne sais pas son statut. Aqua, il l'avait habillé contre Concordia, puis après le warm-up, puis il est sorti. Non, mais il s'est fait mal dans le warm-up. Ça, on l'a vu. Ça, c'est comme nos deux bons retourneurs à la base. Mais je suis d'accord avec toi. Sur la profondeur. Ça va en prendre, mais par contre, sur les couvertures, ce coup-ci, ça a bien été. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été. La défensive a été excellente. Même nos débits ont bien joué. Je n'ai pas dit que Deslauriers a fait une mauvaise job. Je dis juste que. Non, mais. C'est une position qu'on n'a plus de profondeur, là. Je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que cette partie-là. En série, on s'entend que si on n'a pas de receveurs qui reviennent au jeu d'ici là, qui portent normalement, on va peut-être voir un James Leclerc faire ce job-là. Ouais. Mais on ne veut juste pas le surtaxer, là. Puis c'est comprenable, là. Ouais. Tout ça pour dire que ça a bien été. Ça a bien été, cette partie-là. La défensive a bien été. Le retour des gros bonhommes a permis de mettre de la pression. Ça libère l'espace au secondaire. On le voit par le nombre de plaqués. Ça te fait que tu as deux lignes de 4 qui est en rotation tout le temps ou presque dans combinaisons différentes. Là. Fait que ça, c'est intéressant parce que les joueurs en début de saison sur le 3-4 qui étaient habillés, ils sont encore habillés. Ceux qui ne sont pas blessés, fait qu'ils ont eu de l'expérience. Fait que là, d'avoir tout le temps des jambes fraîches, ça l'aide aussi, puis ils comprennent le système aussi. Fait que c'est. Donc, non, bonne partie, sans farce. On avait été pas critique parce que l'attaque va bien. L'attaque, elle a bien la semaine passée, a toujours été bien. Pépé a battu le record de Sénécal à sa première saison de toucher offensif. Ce qui m'impressionne, par exemple, puis j'en ai parlé là, parce que dans les entrevues, j'en ai parlé avec Brandon Gogon, le capitaine, et avec Simon. Comme quoi, les receveurs cette année sont sharp en tabarnouche. On était critiques l'année passée, puis on avait raison d'être critiques, puis même eux, ils ont reconnu que l'année passée, la première game contre McGill, la première game contre McGill, j'ai rien à dire sur les receveurs. Non, les receveurs ont joué des excellents matchs, peu de drops, peu de. Exactement. Puis il y a beaucoup de blessés, puis malgré ça, tous les joueurs réussissent à prendre l'espace puis à stepper up. Non, vraiment, là. Donc, la façon que Pépé est plus calme dans sa pochette, est plus patient dans sa pochette que Joe pouvait l'être, ce qui ouvre des receveurs. Puis dans la façon qu'il lance ses ballons aussi, c'est moins des ballons qui sont interceptables à la base. C'est comme, mon receveur va l'attraper ou ça sera une passe incomplète. Donc, la réalité, ça l'aide aussi. Si Joe avait eu la O-line de qualité qu'on a cette année, ça aurait été autre chose. Mais bon. Fait que d'ici, on ne sait pas. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Puis, parce que Joe, il aimait bien utiliser ses jambes quand il n'y avait pas sa première, deuxième lecture. Pépé a essayé aussi de courir. Hein? C'est pas naturel, mon Pépé. Hein? C'est pas naturel. Ça va être à pratiquer. Là. Là, au moins, il a appris à slider, non pas à sauter dans les airs. Mais bon, c'est pas un petit monsieur. Bon, mais, passons à ce qui s'est passé dans le reste du Canada. Vas-y. Ce week-end.
L'Ouest était en bail pour l'Action de grâce, comme à chaque année, puisqu'ils sont en nombre pair d'équipes. Ils n'ont pas ça. Et que c'est très important l'Action de grâce dans l'Ouest. Ouais. Une surprise, les GGs qui ont perdu contre Windsor. Là, sont en train de se mettre dans une position que ils devraient faire les séries, mais ils n'auront pas le match à domicile pour débuter les playoffs. Ils se compliquent la vie un petit peu. Laurier va continuer son massacre. Ben, c'est ça. Dans les faits, c'est que tu as les deux grosses têtes d'affiche, Laurier et les Mustangs, qui continuent Mustang, Dolby, leur porteur de ballon, viennent de battre le record d'équipe. Je pense que c'est pas le record de tous les temps. Je pense que c'est le record. Je pense que c'est le record d'équipe. Je pense pas que ce soit le record de tous les temps, parce qu'il y a des équipes qui courent encore plus que ça. Puis Dieu sait, puis Dieu sait qu'ils ont toujours eu Dieu sait que Western a eu des grands porteurs de ballon dans les dernières années, là, qui est encore plus impressionnant. Mais ils couraient en comité, donc ça le partageait pas mal. Oui, parce que de côté aérien, Western, c'est un peu moins cette année. Mais McMaster qui réussit à trouver un peu d'énergie pour battre. McMaster, ça fait quelques semaines je pense que c'est leur 3e match d'affilée qui gagne. Les Waterloo qui viennent de terminer leur saison parce qu'ils ont un bye la semaine prochaine. Ils sont éliminés. Fait que leur saison est terminée. La grosse surprise ce week-end, c'est les Gators qui accueillaient les Huskies et ça finit 48-7 pour les Huskies et Bishop n'a jamais été dans ce match-là. Ils ont scoré leurs 7 points vers la fin du match. C'est la dernière drive. C'est les 2 dernières drives. Hein. Ouais, non. Ça va pas bien sur celle-là. Très décevant. Je m'attendais à un match plus serré. Ouais. Puis justement, en parlant de BIO, une rumeur est sortie aujourd'hui comme quoi il reviendrait. J'étais là aussi l'année passée, là, mais ça fait donc, disons, 2 ans qu'ils en discutent, mais c'est que les demandes, il faut qu'ils soient faits avant décembre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, BIO, équipe du Québec qui joue dans les maritimes, puis la demande d'aller jouer dans les maritimes était un peu normale parce qu'on joue, ils se sont dit, nous autres, on est une université de 2500, 3000 étudiants, puis on va aller jouer dans dans une ligue ou dans une conférence où les universités sont à peu près de la même grosseur. Ce qui avait très, très bien. C'est sur les fonctionnements de programme aussi, là, je veux dire. Ça marchait très bien. Ouais. Le seul problème, c'est que ça coûte 60 000 $ de déplacement par game pour aller jouer là-bas en avion. Puis eux autres, c'est 4 fois par année plus les playoffs, mais les autres équipes, c'est au moins 1 fois par année. Donc, ça commence à mettre des coûts importants. Là, les premières années, c'est bien. On a eu, BIO avait eu des donations pour payer ça. Mais là, à un moment donné, le cash se fait rare. Puis pour ceux qui le savent, notre gouvernement a comme coupé un peu sur les universités anglo et sur les étudiants étrangers. Donc, le financement des universités anglophones, c'est plus dur. Hein? On en a parlé la semaine passée puis la semaine d'avant pour Concordia. BU, c'est la même chose. Donc, tout ça pour dire que ils doivent annoncer avant décembre s'ils continuent dans les maritimes. Et tu semblais dire qu'il y a une nouvelle réglementation depuis 1 an ou 2 qui est géographique, donc qui oblige, à moins d'exception, les équipes à jouer dans leur conférence. Si ta conférence représente ce sport-là. Donc, ça va être une décision qui va être dure pour BIO de revenir. C'est le questionnement de est-ce que j'utilise cet argent-là pour l'investir dans l'équipe ou dans le transport? Je pense. Et mine de rien, 60 000 $ 4 fois par année, c'est de l'argent. C'est 250 000 $. C'est presque le fonctionnement de leur équipe de football. C'est exactement là. 350 000 le budget. Je pense qu'il disait qu'il fonctionnait outre. J'ai de la misère à croire ça, là. Moi, je pense que c'est pas assez, là, mais. Non, mais. Si t'enlèves le transport, là, Montréal-Laval, les autres. Ouais, là aussi, les chiffres de Montréal-Laval n'étaient pas bons, mais ceci étant, c'est que même si Moi, je pense qu'ils peuvent être compétitifs dans le Québec aussi, là, je veux dire.
sais, dans l'Ontario, c'est tout le temps les deux mêmes équipes qui sont au top, mais tu as plus d'équipes. Fait que tu dis pas que l'Ontario n'est pas balancé à cause de ça. Ce qui fait qu'il est Non. dur, le calendrier en ce moment, c'est que les trois équipes du bas, c'est pas la moitié de leur calendrier contre Montréal et Québec. Si tu es capable de diminuer ça un peu, l'attrait est plus intéressant. T'sais. Mais pour moi. Puis il n'y a rien qui. Il n'y a pas personne qui va me faire croire que BU Concordia ou BU Sherbrooke. Tu sais. BU Concordia, Non. BU Sherbrooke, pour moi, c'est la même force. Exactement. Totalement d'accord avec toi. Puis une fois de temps en temps, comme cette année, BU, comme ça arrive avec McGill, ben, BU, comme c'est arrivé il y a plusieurs années, ben, ça sort encore arrière extraordinaire, un bon joueur, ils vont chercher. Mais ça reste qu'ils ne se battent pas à armes égales quand même à cause du budget. Mais bon. Moi, C'est pas juste je à serais cause bien du content. budget, il y a aussi ils ont tellement peu de programmes aussi de C'est premier, ça. deuxième cycle que tu 2500 limites les étudiants. joueurs que tu peux aller chercher, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. des Que, joueurs ben, que moi, tu sais que juste je serais par bien leur content de programme voir BU d'études, tu peux aller revenir. chercher. Ouais. Bien content. Tu sais, Parce que Lennoxville a un super bon programme depuis 5 ans ouais, au mais Lennox, ça n'a pas collégial. été. Ça n'a pas toujours été le pipeline de BU, là. Tu sais, Non, mais tu reviens au ça n'a même Québec, jamais été ça ça. redevient une option. Ça redevient une option versus McGill. Tu sais. Je veux dire, Je pense pas. Pour être franc, je pense pas pantoute parce que c'est. Tu sais, c'est pas un automatisme. C'est pas non, parce je qu'il dis joue pas que sur c'est une un table. automatisme, mais si t'es capable d'aller chercher Ben non. 2-3 blue chips de cette équipe-là, au lieu qu'il aille à Sherbrooke ou au lieu qu'il aille à McGill. Donc, Puis vous avec voyez les. la règle maintenant aussi que tu peux changer après un an dans les 2 Ouais, premières années. voyons. Voyons voir ce qui va arriver après la saison, mais je pense que. Pas prêt à dire que ça va vraiment être utilisé, ça là, mais. Ben, moi, avec les C'est bon. équipes du bas, je travaillerais fort. Ouais, je sais pas encore. Donc, vous voyez à l'écran le classement après vers Ouais. la dernière semaine, les deux dernières semaines. Donc, Cette semaine, en Ontario, c'est la dernière semaine du calendrier régulier parce qu'eux, ils ont une ronde de playoffs supplémentaire. Waterloo, Toronto sont déjà éliminés. Leur saison est terminée. Toronto va jouer un match ce week-end, là, mais je veux dire, ils ne feront pas les séries. Guelph, c'est mathématiquement encore possible, mais ça va prendre beaucoup de si pour que ça arrive. Puis la première position du classement et le bye de la première semaine de série va se décider en fin de semaine puisque Western et Laurier se prennent en contre-avant. C'est fun, ils finissent la saison sur ce duel-là. Une belle façon de se préparer pour les playoffs, ça, je un peu trouve. comme nous, hein? Un peu comme Ouais, nous. Ça nous permet justement de mettre la table pour nos matchs. ouais. Dans l'Ouest, rien n'est décidé encore. Il leur reste 2 semaines de calendrier. Dépendamment des match-ups, c'est possible pour les équipes du bas de remonter et de bouger. C'est un peu comme nous autres. Avec la victoire surprise de Mount Allison contre Saint-FX, ben là, ils se ramènent dans l'équation dans les 2 dernières semaines, même si je ne pense pas qu'ils vont se qualifier pour les séries. Mais cette défaite-là de Saint-FX va aider Bishop à peut-être finir deuxième en Atlantique et de recevoir la première game de playoff s'ils sont capables de revenir sur le droit chemin. Et St. Mary's va finir premier, là, mathématiquement. Ouais, mais c'est ça. St. Mary's a une bonne saison. Donc, Ouais. quels sont les games à regarder cette semaine? Tu en as parlé. Ben, Donc, pour le moi, gros. la game autre Montréal-Laval va être Laurier Western samedi après-midi. Qui Ça va devrait être être un preview pour la grande finale, mais. Ben, en même temps, on les a jamais vus s'affronter, fait qu'on ne sait pas. Mhm. C'est 2 styles d'attaque un peu différents aussi. Je trouve que Laurier est plus complet cette saison que Western. Mais Western joue à domicile, fait que c'est un. Puis ils ont l'expérience aussi, fait que c'est difficile de voir. Parce que le QB de Western a eu des hauts et des bas cette année, il y a eu des petites blessures aussi. Fait que ça va être à voir. Sinon, Windsor Queens.
il y a un autre duel du haut de classement pour essayer de savoir qui venir va... le plus haut possible pour avoir l'avantage du terrain le plus longtemps possible aussi, puis essayer d'éviter de se prendre contre un des deux gros programmes. un des deux gros monstres Ouais. dans la deuxième semaine. Dans Sinon, l'Ouest, dans l'Ouest, Bison, Dinos, samedi après-midi va être intéressant. Les deux ils font les séries présentement, mais celui qui va perdre le match va perdre. UBC veut remonter aussi, donc tous les matchs sont importants dans l'Ouest et les différentiels sont quand même assez serrés aussi. Puis vu que c'est 6 équipes, c'est pas tout le monde qui s'affronte 2 fois, fait que ça fait des tiebreakers un petit peu difficiles à suivre. Et BU va voyager à Saint-FX. Ben, tu en parlais de toute façon tantôt, donc la défaite de Saint-FX va peut-être permettre à BU de monter, mais il va falloir que BU se ressaisisse. Il faut que BU batte Saint-FX pour... Non, mais c'est ça. Il va falloir absolument qu'ils battent Saint-FX après la tapsaïeule qu'ils ont mangée à cette marée. Saint-FX, c'est surprenant parce qu'ils ont une équipe de vétérans. Là. Ils ont un QB, puis ils ont un porteur de ballon de 5e année. Puis ils ont de la difficulté à scorer des points cette année, Saint-FX, contrairement à BU puis à probablement un problème Husky qui ont fait des blowouts de fou. Eux, ils ont eu des victoires contre les mêmes équipes, mais c'était par plus petit pointage. Mine de rien, je le dis à chaque semaine, on a de la difficulté à évaluer le poste le plus important au football, les O-line. Ça se peut que ce soit... Ceux qui sont à Montréal, ben, si vous voulez faire une petite visite dans l'ouest de l'île puis aller voir Sherbrooke contre les Stingers vendredi, ça risque d'être un match très intéressant qui n'est pas web diffusé, qui sera à la radio de Sherbrooke. Ce match-là est important parce que ça peut, dépendamment de qui gagne, ça peut compliquer le classement. Absolument, parce que mine de rien, les 3 dernières positions ne sont pas décidées encore. Ben, il y a encore des scénarios où McGill pourrait ne pas faire les séries. Il y a encore des scénarios où McGill sort complètement. Et ce qui nous amène à notre partie, la seule partie, la vraie partie, le choc du titan à Laval, dimanche, une fucking game le dimanche à 1h. Donc, les Carabins traversent la 20, ils s'en vont par la 40, mais on prend la 20 parce que la 40, c'est bouché. Donc, on s'en va directement au PEPS. Et c'est la game qui va déterminer qui recevra la Dunsmore. Dans les faits, il reste une autre partie à Laval qui doivent gagner la semaine d'après. Ouais, mais soyons francs, là, c'est cette partie-là. Je veux bien dire, dans l'année qu'on a eue, il ne faudra pas que Laval prenne Sherbrooke à la légère dans la dernière semaine du calendrier sur le gazon dit naturel de Sherbrooke. C'est ça. Donc, Montréal se devra de gagner. Pour finir premier. Donc, ce qui permettrait d'avoir au Carabin 2 défaites. S'ils veulent avoir leur destinée en main, ça prend une victoire. Exactement. S'ils veulent laisser le choix de la destinée, avant, on parlait du différentiel. Maintenant, le différentiel, on s'entorche. Ce qui est important maintenant, c'est de gagner. Ce qui a toujours été l'importance de gagner. Mais là, perdre n'est plus une option dans ce cas précis-là. On va s'attendre à quoi exactement? Parce que lors de la dernière partie entre les deux équipes, le Rouge et Or a été ordinaire. Le Rouge et Or a eu une bonne deuxième demi. Ils ont sorti très... ils sont revenus, ils ont scoré des points, ils ont eu le ballon. Ils ont eu un bon quatrième quart quand les Carabins ont décidé qu'ils jouaient comme des idiots puis qu'ils s'assoyaient sur leur laurier. La réalité, c'est que ça a commencé au troisième quart, cette mouvance-là. Ils ont eu quelques bonnes drives, ils ont commencé à scorer un peu de points, mais on l'a échappé au quatrième quart, puis on a réduit le différentiel qui est plus important pour le moment, là, mais... Oui, mais c'est ça. Donc, mais comme tu le mentionnais, les deux équipes, plus Laval que Montréal, ont rarement joué des 60 minutes cette saison. Donc, la clé ici va être de jouer un match au complet. Moi, je pense que la clé, ce coup-là, ça va être les débits. C'est pas compliqué. Ça va être les débits des deux côtés. Mais surtout des Carabins, parce que ceux de Laval sont bons, eux. Donc, dans le premier match, on les a passés. Oui,
Mais dans le premier match, ce qui a déstabilisé la défensive du Rouge et Or, c'est que Pépé a joué pas la longue balle, a joué le premier essai. Donc, on jouait des passes courtes-ish, Ben là. oui, mais tu prends ce que Laval te donne. Ouais, Pourquoi mais à ce forcer des moment-là, choses que c'était ça tu qu'il nous peux donnait. prendre? Ouais. Là, Laval va vouloir jouer au sol. Moi, je vous le dis, c'est ça qui va arriver. Ils vont vouloir jouer au sol, tout simplement parce qu'ils ont vu que McGill a été capable de courir contre nous autres, fait qu'ils vont vouloir l'essayer. Mais probablement qu'ils vont être déstabilisés par le fait que nos gros bonhommes soient de retour. Donc, ça va être bizarre. Je m'attends à ce que Desjardins ne batte pas son record sur cette game. Je ne m'attends pas à ce Ah, que Desjardins. Non, je ne m'attends tu veux pas à ce dire que qu'il n'y Desjardins. aura pas une passe de toucher? Non. Ah, Non. Je pense que c'est le jeu au sol. Il ne fera pas de passe de toucher. Je pense que le jeu au sol va courir. Je pense que le ouais. jeu au sol, ouais, je pense qu'ils vont jouer par le Est-ce que sol. ça C'est va ça. être un match au pointage? Qu'est-ce qu'il Absolument. annonce comme température dimanche? Bon. On se Ok. beau et frette. Ouais, c'est ça. Je fais comme le vent, va-tu venir jouer les troubles Je n'ai pas fêtes? vu à Comme ils Québec. peuvent le faire à Québec, là. Mais Je vous regarde ça, mais non, mais pour Laval, la clé, c'est d'utiliser Mathieu Roy. Là. Je veux dire, rien enlever à leurs autres porteurs, mais pour moi, Mathieu Roy est le porteur le plus efficace, puis c'est celui qui devrait être employé. T'sais. je pense que ça va être Valentine, la clé de cette partie de l'autre bord. Le gars qui ne s'est pas bloqué, mais qui ne respire pas quand il court, comme ce bon vieux Sébastien Lévesque. Je pense que ça va être ça, leur carte cachée. Il annonce Ah, 16 peut-être. degrés, frette, Ouais. Mais venteux. de notre côté, moi, j'aimerais voir Moulanda Saint-Pierre être employé un peu sur des portées. Parce que je Moi, pense que comme un Valentin, il peut être une carte cachée dans cette partie-là. moi, je ne le crierai pas trop fort, mais la carte cachée des Carabins sera Simon Larose. Simon Larose aura sa meilleure game à vie et ce sera ça qui va Notons-le. jouer. Moi, je l'aime bien, Simon. J'ai toujours bien aimé Simon. Je trouvais qu'il jouait en dessous de ses capacités dans les 2 dernières années. Je sais pas. L'année Comme passée, il il était. mentionnait dans les entrevues, je pense que c'était peut-être entre les deux oreilles. Sérieusement, Mais ça va être ça qui va arriver, mais il va falloir. Ça va paraître niaiseux, puis je vais vous sortir puis mes on a eu cassettes. plusieurs, on ne l'a pas mentionné, là, mais on a eu plusieurs joueurs qui se sont blessés en fin de match contre Sherbrooke. Je ne sais Ouais. pas à quel point ces blessures-là sont importantes ou pas. Dont, J'en ai aucune dont idée. Adam. Dont Adam, ouais. Oui, c'est ça. J'ai aucune idée. Mais offensivement et Kramex aussi, ouais. défensivement, j'aimerais voir le retour de certains joueurs. Mine de rien, Kramex qui n'est pas habillé, qui n'était Ouais. pas habillé dans une des parties. OK, Bérubé. C'est-tu Bérubé ou c'est lequel? Là, je me mélange tout le temps. Bérubé C'est-tu n'était pas lié à la Bérubé? dernière partie. Non, c'est. Bon, ben c'est l'autre. L'autre débit, là, que soit c'est pas 25, c'est 26, ou c'est pas 26, c'est 25, là, un des deux, qui est habillé comme maraudeur. Là, sérieusement, ça peut jouer. Je vais sortir des clichés de la game, là. Le jeu au sol devrait être important. On n'aura pas bien le choix. Il va falloir faire jouer des secondaires sur les talons. La ligne offensive, la ligne On dit défensive tout de le temps que ça Sherbrooke. va se régler par un botté, les matchs Montréal-Québec. Je ne pense pas que ce match-là va Non, se régler par un non, botté. pas tout. Pas tout. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre, dépendamment des switches de momentum. Mais Si l'attaque des Carabins continue à jouer comme là, faut ça va limiter les bien jouer. turnovers, en fait. Faut Ouais. pas échapper de ballon, faut pas donner du bon positionnement gratuit de terrain à la balle. L'attaque ne sera pas une problématique comme ça a été à Montréal. La problématique va être la défensive Mais avec le retour des gros bonhommes. l'attaque a zéro été une problématique cette année. Ils Non, sont mais constants, sur la production de points. je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire Ouais. par là, c'est que contre la défensive de Laval, même une bonne attaque a de la difficulté. Mais dans ce cas-là, je ne pense pas que ce sera une problématique. Je pense juste que la défensive de Montréal n'a pas été à la hauteur de son talent cette année.
Le retour, l'arrivée de Sammy Joe Souda, le retour de d'autres gros bonhommes va sérieusement causer de gros problèmes au jeu, au sol de Laval, ce qui va mettre de la pression sur Arnaud. Et the rest is history. Je serai sur place pour mon anniversaire parce que ce 19, c'est mon anniversaire. Et je me suis permis de le dire à plusieurs joueurs que c'était à ma fête. Puis qu'ils m'en devaient une. Pour ta fête. Ouais, c'est ça. Ah, oh, Chris, oui. Puis qu'ils m'en doivent une. Fait que je me suis permis d'aller voir quelques joueurs pour leur dire que c'était ma fête. Ouais. Donc, moi, ma décision n'est pas encore prise, mais le dimanche, c'est compliqué pour moi. Ouais, le dimanche, c'est compliqué. J'y serai. Comme tenu que c'est ma fête, je suis là toute la fin de semaine. Donc, j'attends toujours que les gens des communications du Rouge-et-Or lisent leur courriel, s'enlèvent le doigt du nez puis qu'ils me donnent mes passes médias. Parce que là, ça commence à être du grand n'importe quoi, cette organisation-là. Si on donne des passes médias à des enfants qui font des podcasts louches, il n'y a aucune raison que nous autres, on ne peut pas en avoir après 15 ans. C'est étant dit, ce sera quand même une bonne partie. Venez me voir, on va être au tailgate. Je risque d'être magané parce que je fête la veille. Fait que, on va être quand même là, avec un plaisir. On va avoir des représentants sur place comme d'habitude. Donc, ouais, spotter les tentes bleues. Au même endroit que d'habitude. Ouais. Comme d'habitude. Hey, un gros merci. On se revoit la semaine prochaine pour suite à ce choc. Si vous avez des questions la semaine prochaine, vu que on est en bye week, écrivez sous nos publications vos questions, que ce soit sur Facebook, YouTube et tout ça, puis on va essayer de répondre à quelques-unes de vos questions, que ce soit au Québec ou autre division pour préparer les séries. Yes, bon ben, gros merci à tout le monde. Ce fut l'écho des Montagnards en mon nom personnel, en nom de Tam. Merci et bonne partie. On se revoit la semaine prochaine.